Bonjour, connaissez-vous les frères Barrias? C'est étonnant que vous vous intéressiez aux frères Barrias, car ils sont méconnus aujourd'hui et il est donc fort probable que vous ne les connaissiez pas bien. Or, les frères Barrias ont été des personnalités éminentes du milieu artistique parisien au cours de la seconde moitié du XIXe siècle. On peut d'ailleurs, à toutes les périodes de l'histoire, se poser la question de savoir si les artistes les plus en vogue à un moment donné seront encore connus et reconnus un siècle plus tard. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir ou redécouvrir deux artistes stars parmi les plus célèbres de leur génération, mais relativement tombés dans l'oubli aujourd'hui. Le peintre Félix Barrias, né en 1822 et mort en 1907, et son frère, le sculpteur Ernest Barrias, né en 1841 et mort en 1905. Nous sommes au début du XIXe siècle. La famille Barrias habite Paris, non loin de la porte Saint-Martin. C'est une famille initialement issue d'un milieu plutôt modeste. Le père des deux futurs artistes aurait été soldat dans la Grande Armée de Napoléon Ier de 1808 à la chute de l'empereur en 1815. Ce père serait même resté fidèle à Napoléon Ier durant la période des 100 jours et aurait participé à la bataille de Waterloo. Sous la Restauration, il devient peintre sur porcelaine et décore des fonds d'assiettes, de paysages et de batailles. Il a travaillé pour la manufacture de Sèvres, ce père, la manufacture de Sèvres qui est une manufacture d'État, ce qui prouve qu'il était lui-même déjà artiste, à tout le moins artisan. Donc, le père Barrias a sensibilisé son fils aîné Félix aux arts et l'a orienté dans cette voie. Ce père est travailleur et ambitieux pour son fils. Félix suit donc des cours à l'École des Beaux-Arts de Paris, où il a comme professeur Léon Cogniet. Et à 22 ans, en 1844, Félix Barrias remporte le très convoité prix de Rome pour son tableau Cincinnatus recevant les envoyés de la part du Sénat. Mais savez-vous ce qu'est le prix de Rome? Eh bien, c'est le concours artistique le plus prestigieux organisé en France de 1663 jusqu'en 1968, donc durant pratiquement 3 siècles. Et au XIXe siècle, c'est un concours surtout réputé en peinture et en sculpture. Il faut savoir que des peintres comme Delacroix, Manet, Degas n'ont jamais réussi à l'obtenir. Même le peintre Jacques-Louis David fit une tentative de suicide à son deuxième échec. C'est dire que le prix de Rome, c'est le Graal, la reconnaissance ultime d'un début de carrière, un peu si vous voulez comme un prix Goncourt ou les Oscars ou les Molières, mais pour un début de carrière artistique. Ainsi, en 1844, le thème du concours est Cincinnatus recevant les ambassadeurs chargés de lui porter les insignes de la dictature. Je trouve que l'on peut admirer ici la composition du tableau, la lumière, les visages et les expressions corporelles tout à fait remarquables. Félix Barrias remporte d'ailleurs ce prix de Rome devant un artiste qui lui est resté célèbre, Alexandre Cabanel. Cette récompense donne le droit à Félix de passer 3 ans à la Villa Médicis à Rome avec les plus grands professeurs de l'époque. Il est encore à la Villa Médicis lorsqu'en 1850, à 28 ans, Félix réalise sa plus grande toile et sans doute son tableau le plus célèbre, Les Exilés de Tibère. Les Exilés de Tibère, c'est le premier tableau que l'on voit aujourd'hui dans la salle numéro 1 en entrant au musée d'Orsay. C'est un tableau qui, jusqu'à aujourd'hui, est extrêmement commenté. Remarquez là aussi en passant l'admirable construction du tableau et les belles expressions des visages. Puis, Félix Barrias va d'exposition en récompense et de récompense en commande publique. Par exemple, il est appelé par l'architecte Charles Garnier pour peindre les plafonds des tympans de l'Opéra de Paris. Toujours à Paris, il a peint des tableaux pour des églises, comme dans la chapelle Saint-Louis de l'église Saint-Eustache, à côté des Halles, la chapelle de la Vierge dans l'église Notre-Dame de Clignancourt, aujourd'hui dans le 18e arrondissement, ou encore l'église de la Trinité, aujourd'hui dans le 9e arrondissement de Paris, où vous pouvez admirer la chapelle Sainte-Geneviève.
Alors ici, on peut se poser une question, pourquoi peindre des tableaux dans ces églises de Paris alors que ce n'était pas très bien payé, ce n'était pas très rémunérateur de réaliser des tableaux pour des églises? La réponse est que c'était en fait un moyen pour se faire connaître du grand public, un peu si vous voulez comme aujourd'hui les artistes de street art qui acceptent des commandes publiques pour peindre des pignons d'immeubles et qui gagnent véritablement leur vie avec des plus petites œuvres vendues cher à des particuliers. Gagner de l'argent dans le domaine de l'art n'a finalement pas beaucoup changé depuis un siècle. De fil en aiguille, dans le prolongement de sa carrière, Félix a gagné la médaille d'or de l'exposition universelle de 1889. Il a peint aussi une fresque au château de Versailles. Félix Barrias a peint aussi des fresques à la Fondation Eugène Napoléon, aujourd'hui dans le 12e arrondissement de Paris. Les tableaux de Félix Barrias sont exposés dans de très nombreux musées des Beaux-Arts de France jusqu'à aujourd'hui, à Paris, au musée d'Orsay, au Petit Palais, au musée du judaïsme, au musée de la musique, à l'Hôtel de Ville de Paris, à l'École nationale des Beaux-Arts aussi. Ces toiles sont aussi exposées à Londres, à Cologne, à Saint-Pétersbourg ou au musée national de Cracovie, où se trouve le tableau de la mort du célèbre compositeur polonais Frédéric Chopin, mort à seulement 39 ans à Paris. De nombreux musées des beaux-arts américains ont aujourd'hui des tableaux de Félix Barrias provenant de collectionneurs américains qui achetaient des toiles de peintres français au début du XXe siècle. Ajoutons aussi que, comme le XIXe siècle est un siècle d'illustration dans les livres, que les éditeurs publiaient, Félix Barrias a ainsi beaucoup illustré des livres de Racine, de Shakespeare, de Molière. Enfin, dernière chose, Félix Barrias fut un grand professeur. Dans son atelier privé à Paris, il forme de nombreux élèves, parmi lesquels Edgar Degas. Mais revenons un peu en arrière pour dire que lorsque Félix rentre de la villa Médicis, son petit frère Ernest a seulement 8 ans. Et, aidé de son père, Félix prend très à cœur l'éducation et l'avenir de son petit frère Ernest. Il enseigne à Ernest les premiers rudiments du dessin. C'est peut-être et sans doute lors de ces leçons que Félix se découvre un goût et des qualités pour l'enseignement. Car, soyons justes, en disant que Félix a participé à plus d'un titre à la très brillante carrière de son petit frère Ernest, qui va devenir encore plus célèbre que son frère aîné. Ernest, qui a donc 19 ans de moins que Félix, délaisse assez rapidement la peinture pour s'orienter vers la sculpture. Et Ernest va devenir le maître incontesté de l'art statuaire au cours de la seconde moitié du XIXe siècle. Comme Félix, Ernest remporte le prix de Rome en 1865, en sculpture, lui, avec la sculpture de la Fondation de Marseille. Disons que la vie d'Ernest Barrias est intimement liée à sa production artistique. La Troisième République va lui commander de nombreuses œuvres. Ernest Barrias a l'œuvre de nombreux bas-reliefs qui ornent les façades des bâtiments parmi les plus importants de la Troisième République. Quelques éléments de la façade de l'Opéra Garnier, l'entrée du Grand Palais, l'aile Marsan au Louvre, des sculptures à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre par exemple. Il s'emploie, comme beaucoup de ses confrères, à concilier les beaux-arts et les arts décoratifs. Parmi ses plus belles œuvres, vous pouvez admirer au musée d'Orsay la nature se dévoilant à la science, dont des reproductions existent dans de nombreux musées internationaux, aux États-Unis notamment. En Europe, aux États-Unis et même à Rio de Janeiro, vous pouvez admirer des œuvres d'Ernest Barrias. Au musée d'Orsay également, vous pouvez admirer la jeune fille de Mégare, la sculpture de Mozart enfant, le buste d'Henri Regnault ou les Nubiens, œuvres qui se trouvent au Jardin des Plantes également. Il faut savoir qu'au Petit Palais, Ernest Barrias est le statuaire le plus représenté avec 5 statues, dont le plâtre de Maria de Rème. D'ailleurs, la statue de Maria de Rème se trouve aussi dans le square des Épinettes à Paris, square que longe la rue Maria de Rème et le lycée Maria de Rème. On trouve aussi au Petit Palais la Chasse, qui est aussi à l'Hôtel de Ville de Paris. Au Petit Palais, on trouve aussi la sculpture célèbre Les Premières Funérailles. On y trouve aussi la sculpture de la Défense de Paris, dont je parlerai plus loin. Enfin, un Bernard Palissy qui se trouve aussi au boulevard Saint-Germain
et dans la cour d'honneur de la Manufacture de Sèvres. Au cœur du jardin des Tuileries, à Paris, on trouve aussi d'Ernest Barrias le Serment de Spartacus. Il faut savoir aussi que le Grand Palais a été inauguré pour l'exposition universelle de 1900. Lors de cette première exposition, le Grand Palais accueille l'exposition La Centenale, rétrospective de l'art français du XIXe siècle, avec des statues de Rodin, de Carpeaux et des tableaux d'Ingres, Delacroix, Courbet, Millet, mais aussi les impressionnistes Monet, Pissarro, Renoir, Degas ou Berthe Morisot. Ernest Barrias, au sommet de sa gloire, est le sculpteur le plus représenté à cette exposition, avec notamment sa statue de Victor Hugo au centre du Grand Palais. Mais déjà du temps d'Haussmann, préfet de Paris sous Napoléon III, l'art statuaire est très prisé pour occuper l'espace public, au carrefour, aux places, dans les squares. Et à partir de 1870, la Troisième République va se servir de l'art statuaire pour véhiculer et transmettre la bonne parole républicaine et les symboles patriotes. Et ici, je voudrais vous raconter une anecdote. Savez-vous pourquoi le quartier de La Défense s'appelle La Défense? Eh bien, c'est grâce à Ernest Barrias, car se trouvait au rond-point de Courbevoie une sculpture commandée par la Troisième République et réalisée par Barrias, la défense de Paris face aux Prussiens, sculpture inaugurée en 1883, en souvenir du siège de 1870 où les Parisiens se sont trouvés face à l'armée prussienne. Ce fut l'une des plus célèbres sculptures, d'ailleurs, d'Ernest Barrias. Et lorsqu'il a fallu donner un nom au quartier qui se construisait dans les années 1950, on a donné le nom de la sculpture d'Ernest Barrias, La Défense. Voilà, vous savez à présent pourquoi le quartier de La Défense s'appelle La Défense. Et le plâtre initial de la sculpture de la défense de Paris face aux Prussiens se trouve aussi au Petit Palais. Il faut savoir que l'on trouve aussi des sculptures d'Ernest Barrias dans d'anciennes colonies françaises, à l'emplacement de monuments officiels sur des places ou des avenues. Ainsi, à Cayenne, en Guyane, on trouve un Victor Schœlcher, sculpture du député qui a fait abolir l'esclavage sous la Deuxième République en 1848. Cette sculpture a d'ailleurs été vandalisée en 2020. Mais durant la Seconde Guerre mondiale et la période de l'occupation allemande, entre 1940 et 1944, les soldats allemands, aux ordres du pouvoir nazi, ont fondu de nombreuses statues à Paris qui représentaient la plupart du temps des symboles républicains. Ils les ont fondues pour en faire des obus. Et les statues de Barrias ont souvent fait partie des statues détruites ou fondues par les soldats allemands. Par exemple, la statue de Maria de Rème au square des Épinettes a été détruite pendant l'occupation, puis en fait refaite grâce au plâtre conservé du Petit Palais après la Seconde Guerre mondiale. C'est d'ailleurs à cause de ces statues détruites que plusieurs places de Paris se trouvent relativement vides aujourd'hui, par exemple derrière l'église de la Madeleine, au milieu de la place de l'Odéon, ou la place Victor Hugo, il y avait, avant 1940, un monument réalisé par Barrias. Et alors justement, place Victor Hugo, aujourd'hui dans le 16e arrondissement, Ernest Barrias avait réalisé une statue monumentale qui représentait Victor Hugo. Cette statue avait nécessité 7 ans de travail et fut sans doute l'une des plus grandes commandes que l'État et la famille de Victor Hugo firent à l'artiste. Ce fut la commande la plus prisée de l'époque, des centaines d'artistes participèrent au concours. Gustave Doré, Auguste Bartholdi, Alexandre Falguière et Auguste Rodin. C'est Ernest Barrias qui remporta le concours, et sa statue fut d'ailleurs très commentée, admirée, controversée parfois. Elle fit à l'époque le buzz, tout le monde en parlait. Or, durant l'occupation, entre 1940 et 1944, la statue de Victor Hugo, qui symbolisait trop la République française, fut détruite par l'armée allemande. Et après 1945, un comité s'est réuni et a considéré qu'il fallait faire appel à un artiste contemporain pour refaire au même endroit une nouvelle statue. Ce comité alla voir Pablo Picasso. Or Picasso répondit qu'aucun artiste ne saurait réaliser aujourd'hui, en 1945, un monument aussi imposant et aussi en harmonie avec les immeubles de la place Victor Hugo. Je ne pourrais faire mieux qu'Ernest Barrias, affirma Picasso. Et donc encore aujourd'hui, c'est une modeste et banale fontaine qui se trouve au milieu de la place Victor Hugo du 16e arrondissement depuis 1964. Une question ici, quel est le style d'Ernest Barrias? Alors l'experte d'Ernest Barrias, Camille Oren-Sands, a écrit dans sa thèse qu'Ernest Barrias resta toute sa vie attaché à une tradition sculpturale naturaliste et figurative qu'il s'appliqua à transmettre aux élèves qui fréquentent son atelier
de l'école des Beaux-Arts. Bon, du point de vue de sa carrière, alors Ernest Barrias intègre l'Institut de France en 1884 et devient professeur aux Beaux-Arts de Paris. Il fut l'un des grands professeurs des sculpteurs de l'époque, et comme son frère Félix, Ernest Barrias fut décoré de l'ordre de la Légion d'honneur. Les deux frères connaissaient le tout Paris artistique, ils étaient par exemple amis avec l'avocat et homme politique célèbre Jules Favre. Ernest habitait en face de chez Sarah Bernard, tous les deux frères habitaient dans la plaine Monceau, aujourd'hui dans le 17e arrondissement de Paris. Louis-Ernest Barrias meurt en 1905 des suites d'une grippe à Paris à l'âge de 64 ans, 2 ans avant son frère aîné Félix qui meurt donc à 85 ans, lui, en 1907. Ernest est enterré au cimetière de Passy, dans le même caveau que son frère, et donc les deux frères sont réunis par-delà la mort dans le même tombeau, dans le même caveau. Pour finir, disons qu'Ernest Barrias était sans aucun doute le sculpteur français le plus reconnu durant la seconde partie du XIXe siècle, période durant laquelle s'est développé de manière spectaculaire l'art statuaire. Félix Barrias, le peintre, n'a pas connu une aussi grande notoriété que son frère sculpteur, mais nous avons vu que leurs deux vies sont intimement liées. Une dernière question, pourquoi sont-ils alors tombés dans l'oubli? Eh bien, la mode a changé, ils sont les représentants artistiques d'une période révolue, et en ce qui concerne Ernest, le sculpteur, l'art statuaire a été délaissé peu à peu. On peut aussi penser que le fait d'habiter Paris les a desservis dans la durée, car s'ils étaient nés en province, ils auraient certainement un musée à leur nom, quelque part dans une ville de France. Mais on peut espérer qu'un jour, il y aura au musée d'Orsay ou au Petit Palais une exposition qui rendra l'hommage qui revient de manière incontestable à ces deux artistes que l'histoire a, pour le moment, injustement oubliés. Au revoir, à bientôt!